5 présente À l'écoute des détails, le podcast. Et à savoir accepter les mains tendues, soit ça t'empêche de tomber, soit ça te permet de te relever, mais dans tous les cas, c'est cool. Bonjour à tous, bienvenue dans À l'écoute des détails. Aujourd'hui, on est dans le mouvement, dans l'instinct, dans la scène, dans l'énergie, puisqu'on a l'immense honneur de recevoir le leader de Skip the Use. Il a fait vibrer par ses détails sur scène des milliers de personnes et il nous offre un petit peu de son temps aujourd'hui. On parle de Matt Bastard. Il est dans À l'écoute des détails. Bonjour Matt. Salut. Ça va ? Très bien, pleine forme. On est très content que tu nous laisses un petit peu de temps pour entrer dans tes détails. Et ça va être cette première question. Est-ce que pour toi, le temps est un détail important ? Est-ce que tu arrives à avoir du temps ? Moi, j'ai choisi des fois de prendre le temps de faire les choses. Notre premier album, il s'appelait Can Be Late. On peut être en retard. Voilà, ça résume bien ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où on essaye de nous asséner tous les jours que être on time est hyper important. Peut-être que ça nous renvoie aussi à une notion de futur qui existe plus trop. Donc, on nous pousse à consommer le présent de manière exponentielle. Et alors qu'en fait, moi, je crois que des fois, il faut savoir... Mon grand-père, il disait tout le temps, doucement, on est pressé. Voilà, ça résume un peu ce que je pense. Bah justement, on va faire un petit voyage dans le temps. Moi, j'aimerais bien revenir à ton enfance. Ouais. Est-ce qu'il y a un détail qui dans ton enfance se répercute encore aujourd'hui et qui a fait que tu as pris la trajectoire artistique que tu as pris? Je pense quand j'étais tout petit, le fait d'être sensible à la musique, moi je suis pas forcément quelqu'un qui exprime beaucoup ses émotions autrement que de manière artistique. Donc mes parents ont très vite remarqué que la musique quand j'étais enfant ils mettaient une chanson triste, je pleurais, ils mettaient un truc rigolo, je rigolais, mais tout petit. Donc ça avait une influence sur moi. Et après, je suis pas un expert du solfège, mais il y a certaines suites d'accords qui entraînent des émotions. Ça, par contre, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Donc, en ayant pris conscience de ça, je me suis dit c'était cool que j'allais avoir un truc qui tournait autour de ça. Et tu te souviens du moment où tu as pris conscience de ça ? Les tout premiers moments, peut-être des souvenirs, des réminiscences comme ça où tu te dis tiens, c'est une chanson, ce titre-là, ça m'a emmené vers l'émotion. Le premier truc, je pense, c'était Pierre et Loulou de Prokofiev. Je pense et le Lac des Cygnes. Ouais. Et tu te souviens comment c'était chez toi ? Parce que moi, je pense qu'on est déterminé un peu par sa géographie, par là où on habite. Est-ce que tu te souviens de comment c'était chez toi, comment c'était agencé, l'environnement dans lequel tu as grandi ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a apporté des choses ? J'ai 2 frères et une sœur, je suis le dernier. Donc j'ai grandi dans une maison, famille un peu nombreuse. T'avais ta chambre ? Ouais. Mes parents, ils ont eu 2 enfants biologiquement, ils en ont adopté 2. Donc une famille... composé, enfin pas vraiment composé, mais recomposé, on va présenter les choses comme ça. Donc voilà, moi j'ai des parents qui sont hyper ouverts, qui ont plein de potes, une maison avec ça venait, ça repartait, il y avait toujours de la vie dans la maison. Ils sont très actifs dans leur communauté, donc voilà, il y a plein de choses, plein de rencontres avec d'autres enfants, puis j'avais une maison qui était au départ, on avait une sorte de grand appartement avec un énorme grenier, mais je pense que c'était un étage qui n'avait pas été utilisé, donc ça faisait une sorte de grenier qui faisait toute la maison. Ça faisait presque la taille d'un terrain de tennis où il y avait rien, et du coup dedans on faisait tout. On faisait du vélo, on faisait du tennis, on faisait du ping-pong, on faisait des cache-cache, et c'est juste un espace vide. T'es libre en fait de t'exprimer là-haut, à faire ce que tu veux. Quoi. Là j'ai des très grands souvenirs d'enfance, d'anniversaire de mes grands frères et grandes sœurs. Ouais. Parce qu'on a des gros écarts. On a 10 ans d'écart. Donc elle a fêté ses 18 ans, c'était la grosse teuf dans le grenier. Moi j'avais 8 ans et je trouvais ça génial. Tu penses que cette liberté ça a apporté à ta carrière ? Parce que parfois on est en rébellion à partir de l'adolescence, tu vois, sur ce qui s'est passé dans notre enfance. Ouais. Là, toi visiblement t'étais plutôt dans une liberté d'expression, tu pouvais jouer, tu pouvais... Bon, après il y avait quand même pas mal de règles chez moi. Ah, lesquelles ? La base. Ma mère, elle est... de toute façon, quand t'as 4 enfants... Non, il y avait vraiment des règles. Il fallait qu'il y ait une orga pour pas que ça soit super fou, quoi. Strict.
Ma sœur, pareil. Ma sœur, elle m'a traîné partout, mon grand frère aussi, mais j'avais plus peur de me faire engueuler par ma sœur et mon grand frère que par mes parents, je crois. Ils étaient plus jeunes, donc moins leur faire à l'envers, quoi. Donc ouais, après j'ai fait de la musique très tôt. Moi, mon premier groupe, j'avais 12 ans. Et c'était quoi la chambre de Matt Bastard à 12 ans? Il y avait quoi dedans? Il y avait des posters de posters. death metal. Ouais. Moi, à 12 ans, j'étais très death. Très death et black metal, ouais. Et puis après, j'avais des potes il y avait beaucoup de potes qui taguaient, qui faisaient des graphes. Moi, j'étais nul. Et du coup, je m'entraînais au Posca dans ma chambre, donc un peu du sol au plafond. Il y avait des sortes de tags mal faits. Sur les murs directement. Ouais. Et les parents disaient non. Tant que j'avais des bonnes notes. Ah voilà, c'est ça. Tant qu'il y avait des bonnes notes derrière, tu pouvais faire ce que tu veux. C'était mon espace. Mais oui, c'était carnage. Là, quand je suis parti de chez mes parents, la première chose qu'ils ont fait, c'est repeindre les murs. Voilà. Ils ont fait une chambre d'amis ou c'est toujours ta chambre? Non, c'est une chambre d'amis, mais j'y vais. Moi, je suis très proche de mes parents, donc moi, je continue toujours de travailler avec mon père. Donc, je suis très très famille, donc je vais souvent chez mes parents. Ouais. Donc, Et le côté Matt Bastard, tu vois le pseudonyme. ouais. Est-ce que c'était une rébellion réfléchie ou ça Non, t'est arrivé c'est parce que spontanément? je suis un connard avec mes potes, c'est juste ça. C'est vrai. Ouais. Et c'est arrivé très tôt aussi, ça, vers 12 ans? J'étais très tôt un connard avec mes potes. Non, mais le pseudo. Ouais, non, mais c'est parce que j'aime bien. J'ai pas d'ego. Vraiment pas, je m'en fous. Et j'ai l'impression que tout le monde est comme moi. Donc au début, je suis un peu. Je viens de fêter mes 46 ans, donc quand Facebook est arrivé, pour moi, c'était génial. Parce que moi, je prends pas de drogue, je bois pas d'alcool, ça m'empêche pas de faire la teuf. Alors moi, j'étais le roi à 5h du matin pour faire des vidéos de tout le monde, des photos. Eux, ils savaient plus vraiment dans quel état ils étaient. Moi, je savais tout. Et puis moi, Facebook, pour moi, ça servait à ça. C'était génial. Donc le lendemain, je faisais des stories, des posts, de machin. Et tout le monde, mais t'es un bâtard. Faut pas poster ça. Pourquoi? On s'en fout. Donc voilà, c'est plutôt venu de là. Et finalement, c'est les autres qui t'ont donné ce pseudo, finalement. Ouais, mais en même temps, ils râlaient, mais en même temps, ils étaient contents. Moi, j'étais un peu le Sam de l'équipe pendant toute ma vie. Donc, moi, les soirées, il y avait la soirée et il y avait les 2 heures de fin de soirée où je devais ramener tout le monde, tu sais, autour de l'île avec ma caisse. C'était moins marrant. Donc là, t'as quel âge? T'as 18 ans à ce moment-là? Où tu dois ramener tout le monde? Un peu plus? 18 ans? Ouais, voilà, 18, 19 ans, ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête en termes de détails de carrière? Est-ce que tu penses déjà à des choses? Est-ce que pour toi, c'est tout de suite la scène? Ou t'es dans un cursus où tu vas avoir un job, tu vas faire une vie un peu normale, quoi? Je fais du punk rock et du métal, donc dans ma tête, c'est pas possible de vivre en faisant du punk rock. Ouais. Donc, et puis après, il y a le côté musical, harmonique, émotion de la musique. Et après, j'ai très vite pris conscience que la musique, c'était aussi une arme pour faire passer des idées. Et d'où le punk rock, le métal, le hardcore, dans lesquels vraiment je suis resté pendant 20 ans. Et pour moi, la musique, ça sert à ça. Et ça, tu l'as conscientisé très rapidement? Ouais, ça sert à susciter la prise de position, susciter le débat. Moi, il y a être artiste, c'est ça, pour moi. T'as la réalité, donc vraiment le réel, présenter une autre vision du réel, l'État, la société, la bien-pensance te présente un aspect des choses. Nous, les artistes, on présente la même chose, mais vu d'un autre angle. Et le but du jeu, c'est à l'auditeur de dire j'avais pas vu ça comme ça, et de se faire une idée. Ça sert à ça, l'art. Ouais. Et après, t'as l'entertainment. T'as achevé la petite chanson. Ça vient en complément finalement du message. C'est un autre boulot, c'est un autre job. Et je dis pas que l'un est mieux que l'autre. Ouais. Mais c'est l'entertainment, c'est je fais une chanson parce que je la trouve jolie et puis je veux ça correspond à un état que je veux mettre en avant. L'entertainment, ça n'a rien à voir avec l'art. Non, c'est une forme de séduction. Non, parce que ça, ce serait péjoratif de dire ça. L'entertainment, c'est quelque chose qui se consomme, tu rentres chez toi, t'écoutes la petite chanson à la con et ça te fait du bien. Et c'est très cool que ça existe aussi, mais c'est pas du tout le même objet. Ouais. Et en même temps, l'entertainment fait partie d'un gros mouvement marketing dans lequel il y a de l'argent. Et généralement, quand tu fais de l'entertainment, t'as plus d'argent que quand tu fais de l'art. Donc moi, en choisissant ce truc-là, dans ma tête, c'était sûr
que je devrais bosser à côté de faire de la musique parce que voilà, je voulais faire de la musique de cette manière-là. Donc moi, après, j'ai bossé à l'hôpital pendant 10 ans. Et en même temps, écrire sur la réalité et sur le réel sans le vivre, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Donc, c'est pour ça que quand t'es musicien de l'entertainment, moi, ça m'a toujours fait marrer. Tu vois, j'écoutais des mecs ou des meufs faire des chansons d'amour où la meuf, elle est toujours triste parce que le mec, il l'a quitté. Et en même temps, la meuf qui chante ça, c'est une meuf, ça fait 10 ans qu'elle est mariée, elle a 2 gosses, tout va bien, elle vit dans un truc. Mais et en fait, tout le monde est dans cette sorte de ok, on fait comme si on savait pas, et tout le monde est dans dans une sorte de bulle. Ah, c'est super, ça me projette dans un truc hors de, voilà. Et encore une fois, hein, ça peut être super bien. Mais si tu veux, ça entretient un système duquel moi, j'avais pas envie de faire partie. Moi, le système, j'avais toujours eu envie de le changer. Est-ce que pour toi, c'était tout de suite un chemin vers la musique ou tu savais pas trop et t'allais finalement faire un autre job? Moi, très jeune, j'ai tout de suite su que je voulais... Voilà, la musique, pour moi, j'ai tout de suite vu la possibilité de susciter le débat et de susciter la prise de position avec le punk rock. Au-delà même de la musicalité, moi j'écoutais des groupes infâmes qui savaient pas faire 2 accords proprement, mais qui avaient un discours tellement important que je soutenais ces groupes-là. Même si, comme je te l'ai dit avant, j'étais très sensible à la musicalité. Ouais. Et donc, comme je savais que j'étais parti là-dedans, dans ma tête, c'était sûr que j'allais avoir un job parce que tu devais avoir les deux. Tu fais partie d'un système qui te permet d'avoir beaucoup d'argent. L'art, c'est au bon vouloir que ton art fonctionne ou pas. Et même l'argent dans l'art, c'est un second, voire un troisième temps. On s'en fout un peu. L'important, c'est qu'il y ait cette expression artistique. Donc moi, je me suis dit, c'est pas grave, je vais bosser. Et en même temps, moi, j'ai bossé à l'hôpital pendant des années et j'adorais mon job. Et ça me permettait aussi d'être ancré dans cette réalité. Mais c'est pas anodin, l'hôpital. Ça, pareil, c'est un choix qui a été assez rapide. Ça veut dire que t'es quand même très attentif aux autres. Parce que l'hôpital, c'est le soin. Mais moi, j'ai été adopté par une famille. Il y a des gens qui ont... Moi, mes parents, ils sont capables biologiquement d'avoir des enfants. Mon grand frère et ma grande sœur, ils les ont biologiquement. Juste mes parents, ils ont regardé le journal télé, quoi. Tu vois, je sais plus, dans les fins... Je dis pas de conneries, fin 70, quand il y avait la famine au Biafra. Donc, c'était les premières images... alors, peut-être pas les premières images, j'exagère peut-être, mais tu sais, des enfants bulles et tout, machin. Et mes parents, ils ont regardé le journal télé et ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et tout à l'heure, je te parlais de l'art et de l'entertainment. Et il y a le côté où tu dis... ah bon, j'ai un peu de thunes, allez, je vais faire un chèque. Je vais acheter ma bonne conscience, quoi. Voilà. Et eux, ils ont dit, tu sais quoi, on a 2 chambres en plus. Vas-y, on va adopter un gamin, on va l'élever. On peut. Je pense que ce qui sauve une société, c'est l'art, pas l'entertainment. C'est pour ça que j'ai choisi l'art. Je vais avoir beaucoup moins d'argent, je vais avoir beaucoup moins d'abonnés sur Instagram, mais sur un concert, sur une chanson, tu peux toucher les gens au point qu'ils se disent est-ce que ce que je fais, c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que ça me correspond? Ou est-ce que je suis juste en train de suivre un moule? Mais ce que je voulais faire, moi, de ma vie, c'était de l'art. Et donc, pour ça, il fallait que je m'auto-subventionne. Et ça tombe bien, j'adore travailler à l'hôpital. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai arrêté de bosser les 2 premières années de Skip the Youth, je travaillais encore à l'hôpital. D'accord. Ouais. Et c'est dès que vous avez signé vraiment l'album ou... Non, j'avais plus le temps, en fait. Ouais. Au début, j'étais à plein temps. Après, j'étais... Tu faisais quoi exactement à l'hôpital? J'étais aide-soignant. Ouais. Après, j'étais de nuit. Après, j'étais à mi-temps. Après, j'étais à tiers-temps. Après, j'avais plus le temps. Je voulais juste pas arrêter, en fait. J'aimais bien. J'ai failli reprendre pendant le Covid et puis non, j'ai fait autre chose. Il y a des choses de cette période-là qui te servent encore aujourd'hui, le fait d'avoir été aide-soignant dans ta vie de tous les jours, avec tes enfants. T'as 2 enfants? Ouais. Tout le temps. Oui, c'est fort. Le moindre bobo, c'est papa qui soigne. Pas forcément, non, mais oui, après, c'est des choses qui me passionnent au-delà de ça. Tout ce qui est attrait à la médecine, etc., c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Depuis, je me suis même encore plus documenté. Oui, apprendre ce sujet-là, c'est un truc que j'aime beaucoup.
Mais au-delà de ça, le rapport à l'autre, c'est ça que je trouve intéressant. Ouais. Et cette curiosité, tu l'as toujours autant dans ce rapport à l'autre aujourd'hui? Ça te porte toujours autant? Bah ouais, de fou. Surtout, j'aime bien les concerts. Et un concert, c'est quoi si ce n'est un rapport à l'autre? Et tu montes. Après, ça peut être un truc super narcissique d'être face à 1000 personnes qui te disent que t'es génial. Mais moi, ça n'a jamais été pour moi un concert devant 1000 personnes qui me disent que je suis génial. Je me marre autant que si je suis devant mes 10 potes qui se foutent de ma gueule et que à la fin, au bout de 3-4 chansons, j'arrive à les mettre dans une ambiance. Ça te porte encore aujourd'hui, tu sais, le fait d'être devant 1000 personnes, parce que les gens se rendent pas compte, ceux qui vont nous entendre, de ce que ça fait. Ils vont plutôt avoir cette notion de je serais transit peur devant 1000 personnes. Toi, le fait de pouvoir leur amener du sens, en tout cas, ce que tu penses être du sens, c'est ce qui te porte le plus, au-delà d'avoir des gens en liesse devant toi, finalement. Ouais, bah, c'est la récréation, un peu le concert pour moi. Ouais. Vraiment, c'est la difficulté, c'est d'arriver à créer la chanson, le titre, créer le truc qui va faire que les gens vont se réunir. Mais une fois que la chanson elle est faite, et ça prend du temps, et bah le concert, c'est la consécration. C'est le bon moment. Bah ouais. C'est là où parce que après les concerts qu'on fait, on se marre, on rigole. C'est pas un meeting quoi. Ouais. Malgré tout ce que je viens de dire, après c'est subtil, mais c'est un bon moment quoi. Et de ton côté, il y a de la place quand tu fais ce genre de concert. À l'organisation, il y a des choses, des détails qui font que malgré le fait que tu t'amuses, que tu donnes de l'énergie aux gens, etc., est-ce qu'il y a quand même des points de détail avant, pendant, sur lesquels tu t'arrêtes et qui sont hyper importants, que tu gères à chaque fois ou que quelqu'un t'aide à gérer? Ah mais nous, en plus, on est des psychopathes du détail. C'est même plus... Ah oui, non mais ça c'est... Et c'est quel genre de détail? Tout. La forme, le fond. L'intention, la forme, la durée, tout le temps se remettre en question, tout le temps. Il y a pas nous, on refuse qu'il y ait de l'ego. Ouais. Donc, ne pas se satisfaire. C'est ce que vous avez fait. Tu peux avoir 50 000 personnes et c'est la guerre, machin. Et après, tu regardes ton concert et t'arrives à se dire, OK, au-delà de ça, on peut mieux le faire. Ouais. Et on est tous, dans le groupe, on est tous des psychopathes de ça. Et c'est toujours après que tu reviens sur les détails ou il n'y a pas des choses un petit peu avant où tu te dis ça, faut que je le fasse ainsi? On bosse beaucoup avant, mais oui. Après, on essaie tout le temps de parfaire les choses, modifier. On fait jamais les mêmes concerts. On a une grosse part d'impro. Des fois, l'impro, ça marche. Des fois, ça marche pas. Ça dépend des moments. Et quand ça marche, on se dit, ah cool, bah vas-y, on va essayer de le refaire. Mais après, on adapte le concert en fonction des gens. Nous, les gens, ils ont une place vraiment importante dans nos concerts. Donc, si les gens, ils ont envie de ci, on va faire ci. S'ils ont envie de ça, on va faire ça. Mais des fois, on arrive à les emmener vers quelque part. Ouais, t'as quand même une idée de ce que tu veux projeter. Et est-ce que tu t'adaptes un peu aussi en temps réel par rapport à comment le réceptionne la foule? L'idée, c'est de casser des barrières, en fait, qu'il peut y avoir entre les gens. Casser des a priori. Ouais. Et comment tu fais, par exemple, parce que les gens qui viennent vous voir, c'est souvent déjà de base des fans, donc ils comprennent l'univers, ils absorbent une partie de votre univers. Si tu veux aller capter d'autres gens, ça va se passer dans les thèmes des chansons que tu vas faire ou que tu vas composer ou... Non, je pense que c'est... Déjà, il faut aimer les gens. Ouais. Et on les aime vraiment. Et moi, c'est ce que j'adore. Moi, j'adore quand les gens, ils sont devant nous et qu'ils nous connaissent pas et qu'il faut aller j'adore. Ça arrive encore, ça? Bah ouais, demain, on va faire un concert, je sais pas moi, au Chili, Oui. À l'international, mais avant, on faisait toujours ça. Quand on faisait un Zénith à Paris rempli, le lendemain, on allait jouer en Allemagne dans un bar. Ça te remet dans le vrai. Et là, tu dois aller rechercher les gens. Mais en même temps, on adore tout ça dans le groupe. Donc, c'est pas une punition, loin de là. On adore. Et c'est là où tu apprends à faire ce truc-là, parce que c'est quelque chose qui s'apprend. Ouais. C'est quelque chose que tu sais pas faire au début. C'est pour ça que tous les trucs, les jeux télé, où on te dit en 3 mois, tu vas devenir un artiste. Ok. Entertainment. Et tu as des détails là-dessus sur ton évolution par rapport à ce que tu faisais depuis que tu as 12 ans? Des détails qui t'ont fait monter, je vais pas dire monter en gamme, mais qui t'ont apporté une expertise de plus en plus forte dans ton métier. Est-ce que tu te souviens de détails d'un concert ou de moments ou de gens aussi qui sont venus te tapoter sur l'épaule en disant tu devrais faire ça ou pas ou... Ouais, il y a beaucoup de... j'ai la chance d'avoir des... Parce que tu vois, c'est pas est-ce qu'il y a un côté inné à tout ça? Non, c'est du travail. Mon premier concert était une catastrophe quand j'avais 12 ans.
où j'ai joué à la fac de Lille 3, je crois que c'est ça, Villeneuve d'Ascq, c'est le 3, ouais, Lille 3. Et donc, moi, j'avais 12 ans, les autres groupes, ils avaient tous, c'était à la fac, hein, donc ils avaient tous 20 ans, plein d'années d'expérience. Nous, on était là, on était en 5e. Les enfants, tu quoi. vois, ouais. Et on n'avait pas fait de concert, et moi, je suis très, bon, bref, et donc rien de ce qu'on avait préparé s'est déroulé. On s'est trompé dans nos trucs, on était impressionnés. Enfin, tout s'est mal passé. Et moi, je suis très dans la psychiatrie, la psychanalyse. Moi, je vois beaucoup de psy et j'aime beaucoup ça. Et donc à l'époque, je voyais ma psychiatre et tout. Et puis donc je lui avais dit avant que j'allais avoir mon concert. Et puis alors je la vois la fois d'après, elle me dit alors ton concert, le grand jour, parce que tu sais c'est le premier concert, donc tu répètes et tout. Le grand jour est arrivé. Et moi, je lui dis, non, mais moi, je veux plus jamais faire ça. C'était horrible. J'avais l'impression que j'étais là devant les gens, à essayer de faire un truc. J'y arrivais pas. Je venais de voir 5 mecs le faire super bien. J'étais là, ah, putain. Et tous les gens, ils te regardent et tu sais pas quoi faire. Et ma psy, elle me regarde, elle me dit, ah. Elle me fait, oui, bah, de toute façon, c'est la vie de rencontrer toujours des gens. Mais après, c'est intéressant aussi de voir l'expérience. Je dis, oui, c'est sûr. De voir, qu'avec des années de travail, tu peux arriver à quelque chose. Oui, c'est sûr. Elle me dit, il n'y a pas un moment dans ton concert, il n'y a pas eu un moment que positif quand même. Tu sentais super bien. Ouais. Alors, tu vois, je réfléchis et puis je lui dis, si, à un moment donné, je lui dis, on a commencé un morceau et puis mon pote, il s'est carrément trompé à la guitare. Et on l'a tous grillé, le public. J'ai rigolé, j'ai dit 2-3 conneries, les gens, ils ont rigolé, on a recommencé. Elle me fait, elle me dit, c'est ça ton truc. C'est pas grave d'être le meilleur. Toi, ton truc, ça va être que les gens, ils passent une bonne soirée. Et ça, c'est exactement ce que je fais encore aujourd'hui. Et moi, ça a changé ma vie. De pas vouloir être, je sais pas moi, le meilleur chanteur, le meilleur guitariste, le truc. Et puis, il y en aura toujours un qui sera meilleur que toi. Et puis, ça veut dire quoi être le meilleur? Par contre, faire passer une bonne soirée aux gens, je vais travailler ce truc-là. T'as quand même un petit côté perfectionniste ou pas? Parce que tu vois, si tu te dis, bon... un petit côté. Moi, je suis non, mais tu vois, le côté, finalement, t'es perfectionniste, mais ça dépend pourquoi. Tu vois, tu te dis, je vais pas forcément être le meilleur. Je vais faire ce que je veux donner aux gens et peu importe ce qu'ils en pensent, finalement. Donc, il y a pas... T'as envie de faire bien, mais tu te mets une limite. Ça va pas Est-ce que ça te rend mal parfois les choses? Alors, je t'ai dit perfectionniste. Je suis perfectionniste quand je crée des morceaux ou des choses comme ça. C'est là où t'es attentif aux détails. Mais depuis que je suis avec ma femme, je me dis que je suis pas perfectionniste. Elle l'est vraiment. elle a un level au-dessus. Oui. Et justement, souvent, elle est focus. C'est une sniper du détail, quoi. Moi, j'ai un peu tendance, au bout d'un moment, de me dire... de lâcher. Puis je suis d'une autre génération et je suis d'une autre... comment dire? Moi, il y a le côté live, quoi. Il y a le côté impro. Il y a le côté... je trouverai une solution. Ouais. Sur le moment, ça va le faire. Parce que je trouve ça un peu cool, tu vois, d'être désarçonné. Ouais. Et l'accident dans la musique, c'est hyper intéressant. L'accident dans l'art, je trouve qu'il y a parmi les plus belles œuvres artistiques qui ont été créées sur un accident. Putain, je voulais pas que ça fasse ça, mais en fait, c'est pas mal ce truc. Ah, vas-y, on creuse, tu vois. Et ça arrive dans beaucoup de milieux, dans la cuisine, dans plein de choses, dans le cinéma. Et donc, j'ai un peu ce côté-là. Peut-être un peu trop des fois. Et donc, elle et moi, on s'équilibre. Et sur ces détails, tu sais, d'accidents qui peuvent apporter quelque chose, t'as des détails dont tu te souviens sur des albums où tu fais une bêtise et finalement ça ressort. Ou alors ça crée un fil conducteur. Pas une bêtise. C'était en 2010, je crois. On est chez Akian, donc c'est avec qui j'ai co-créé Skip. On est à Paris. Et on est à Paris pour de la promo, quoi, pour le label, etc. On n'avait pas encore sorti notre gros album, Can Be Late, que les gens ont connu. On était avant ça. Et puis, mais par contre, on avait fini Can Be Late. Ouais. Et moi, il y avait une chanson que j'avais, mais que j'avais pas fini, et nanana, tu vois, le truc. T'étais pas au max, quoi. J'étais pas au bout du truc, je lui en avais parlé, puis j'avais pas, donc pour l'instant, elle était pas dans l'album. Et puis, on va à Paris faire cette promo, et je me souviens, on était dans un hôtel,
merde, c'est des appart-hôtels là, tu sais, où on était chacun dans notre chambre et tout. Et puis moi, tout le soir, j'étais avec ma guitare et tout. Et puis j'essaye d'aller au bout du truc parce que je savais que si le lendemain, j'arrivais pas avec ma chanson au label, bah c'est tout, elle serait pas dans l'album. Mais je sentais qu'il fallait qu'elle y soit. Et Yann aussi, hein. Mais tu vois, j'avais pas la solution. Et puis je cherche, je chante. Et en fait, j'avais une idée de top line, ce qu'on appelle la top line, c'est vraiment la manière de chanter le refrain. J'avais une idée et j'arrivais pas à la chanter. Ça sortait pas. Et comme tu voulais. Mais c'était trop haut pour moi, j'arrivais pas à la chanter et tout. Et quand je le faisais plus bas, ça marchait plus avec la guitare, ça, tu vois, il y avait plus le truc. Et puis je dis, Yann, essaye de chanter, toi. Ah non, c'est trop. Bah non, c'est trop bas. Ah, fais chier. Bah tant pis. Je fais non. Il y a un truc et que c'est le lendemain, on va au label. J'arrive et puis je suis avec ma guitare et là je passe devant le hall d'entrée. La standardiste, c'est une meuf. Je lui dis, viens au studio, essaye de chanter. Et puis elle me fait, ah non mais je suis pas chanteuse. On s'en fout. C'est juste, nous on est avec notre voix de mec, on n'y arrive pas, tu vois. Elle vient au studio, elle chante, elle fait, bah si, je peux y arriver, mais c'est hyper bizarre et tout. Et puis on est là, la standardiste, le directeur artistique, Yann et moi. Puis on est là comme ça à se dire. Et là, il y a un moment donné, il y a un vieux qui passe dans le couloir et il fait, mais les gars, vous pouvez pas y arriver. C'est une tessiture d'enfant. C'est comme ça qu'on a fait Ghost. Ah ouais. On a fait, il faut des enfants. Et on a fait chanter ça à des enfants. Et finalement, c'était le plus gros titre de l'album. Mais tu vois, c'était le truc où, forcément, vous allez pas y arriver. C'est des enfants qui chantent comme ça. Et tu vois, et on va en studio et on enregistre les 4 petites américaines qu'on a enregistrées. Et là, direct, tu fais, là, ça marche. Tout a du sens. Tout s'imbrique, tu vois. Et tu fais, bah voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Mais le détail, c'est le mec qui passe dans le couloir quand t'es en train de pas y arriver, quoi. C'est ça. Comme quoi, les détails font toujours l'essentiel. Et les rencontres, parce que s'il n'était pas passé dans le couloir, il n'y avait aucun d'entre nous qui l'avait trouvé, le truc. Donc voilà. Ou ça aurait mis beaucoup plus de temps. Avant de s'inviter chez toi, j'ai envie de faire le petit jeu des détails. Il n'y a pas de buzzer, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste un choix à chaque fois entre 2 réponses. Si je te dis studio ou scène. Ouais, c'est 2 métiers différents. Tu choisis lequel? Si tu dois choisir. Moi, quand je suis en tournée, j'ai un studio dans ma loge. Tu vois, comme ça, j'ai choisi. Si je te dis silence ou saturation? New metal, comme ça, tu sais, c'est de la saturation et des silences au milieu. Toujours les bons compromis. Nuit blanche ou petit matin? Je suis fan de techno, généralement, c'est la nuit. Ouais. Après, c'est la nuit blanche qui te ramène au petit matin. Ouais. Non, nuit blanche à danser, ouais, j'aime bien quand même. Rythme ou mélodie? C'est la même chose. Pour toi, c'est la même chose. Préparation ou instinct? Non, j'ai encore besoin d'être préparé, moi. Préparation. Intensité ou équilibre? Non, intensité. Cri ou murmure? Je suis pas trop du genre à murmurer. C'est cri ou rien, en fait. Enfin, c'est que cri. Non, mais je parle pas beaucoup, donc. Lumière ou obscurité? Obscurité, 1000 fois. Foule ou solitude? Solitude, 1000 fois. Et enfin, jouer ou chanter? Jouer un instrument ou chanter? Ah non, mais ça, c'est pareil, il n'y a pas de choix. Moi, mon rêve, c'est d'être, je sais pas, moi, Jack White ou... Moi, c'est mon drame de ma vie. J'aurais aimé savoir bien jouer de la guitare et chanter en même temps. Mais, non, j'ai pas ce... Ça viendra pas, tu crois? Oh, faut travailler, quoi. Mais j'ai travaillé la voix tout seul, quoi. Ouais. Puis je fais de la guitare en studio, puis voilà. Et puis surtout, je joue avec des super guitaristes et c'est très bien. Mais j'aurais adoré savoir être capable de cette dichotomie. On va s'inviter un petit peu chez toi, si tu le veux bien. On arrive chez toi. Est-ce qu'on retire nos chaussures? Sauf si tu veux te prendre un high kick de ma meuf, garde tes pompes, vas-y. Si t'as un bon tu casque. feras 1 mètre. Donc aujourd'hui, on peut dire ton intérieur, pas punk rock du tout. Mais c'est l'intérieur de ma femme, chez moi. Ah ouais? Non, mais déjà, tu le considères. J'ai aucun goût, moi. Je n'ai pas cette capacité-là. Ma femme, là,
Donc elle me dit on va mettre ci, on va mettre ça. Donc je la suis. Je suis émerveillé de ceux qui vont dire ça va tuer ça avec ça, c'est ouf. Bah j'ai pas ce truc. Ouais, donc moi je suis obligé d'aller tu vois, sur les podcasts, sur les machins, je suis obligé de me faire accompagner. On va se faire une petite session sur le site Five, rien que tous les deux pour voilà. Peut-être aussi avec ta femme parce qu'elle sera d'une aide très utile, je pense. Oui. Donc en fait, ton environnement, c'est pas si important que ça. Est-ce que ça, c'est pas facile quand tu pars en tournée, que tu es dans des lieux de vie différents, les hôtels, etc. Parce que finalement, ça t'importe peu l'environnement, la déco, le rangement, tout ça. Ouais, non. Non, c'est quelque chose. Après, il y a peut-être quand même un truc où t'es vraiment peut-être pointilleux parce que à chaque fois qu'on se voit, moi j'adore ton style. Tu dois avoir des milliers de fringues. Ouais, j'en ai beaucoup. Ah, tu fais j'en comment? Ai beaucoup, mais après, moi je suis. Alors c'est marrant parce que autant j'adore la mode, la couture, etc. Autant je suis pas très soigneux avec mes affaires, mais autant j'ai aucun problème pour porter un truc défoncé. Juste parce que ma belle-mère, elle m'a offert des chaussettes que j'adore. Elles sont trouées. Tout le monde me dit, mais tu vas les jeter et tout. Bah non, parce que c'est celle de ma belle-mère, alors je les mets quand même. Ah, il y a un attachement aux objets quand même. Je suis un peu comme ça. Et alors, les trucs que mes enfants... Mais par contre, mes filles, en grandissant, tu sais, moi, mes armoires se font piller, là. Ah bah oui. Bah, c'est mort, là. Ouais. Donc t'as quand même des armoires où tu ranges tes fringues, où tu laisses... Oui. Ouais. Enfin, je range. Je suis pas très ordonné. Je fais beaucoup d'efforts. Ouais. Mais je fais un gros travail sur moi. Parce qu'encore une fois, ma femme, elle est très, très ordonnée. Elle est très c'est génial, c'est génial. Moi, je trouve, attention, c'est pas une relou du tout. J'adorerais être comme ça, mais moi, je dois prendre sur moi. Et puis, quand j'y arrive, je suis content, hein. Ouais. Je suis là, waouh! Genre, quand elle part en week-end ou des trucs et qu'elle revient à la maison, qu'elle dit, qu'elle dit rien. Ouais. Je suis content, tu vois. Je me dis, T'as fait ce qu'il fallait. Et alors, donc, aucune déco, en tout cas, pour toi, c'est pas important, mais il y a quand même des objets. Alors, attends. Non, la déco, j'adore ça. Je dis juste que je trouve que j'ai pas beaucoup de goût. Ouais. Mais, j'adore les tableaux, j'adore l'art en général, les œuvres, et c'est vrai que, avec ma meuf, on a ce truc qu'on partage. Donc, chez moi, il y a beaucoup d'œuvres et des choses comme ça que ma meuf généralement choisit. Mais que j'ai. Il y a des trucs que tu valides pas? Bon, il y a des trucs que j'aime moins, tu vois. Ouais. Mais elle me connaît, donc. Ouais, elle va pas non plus aller à l'encontre de ce que t'aimes. Mais après, je pense que les goûts, alors je sais pas, ça c'est une vraie question. Est-ce qu'on n'a pas des affinités des potes qu'on a? Alors c'est hyper tiré par les cheveux ce que je vais dire. Moi, je suis pote avec Edouard, je bosse avec lui. Il influence? Non, mais sa femme, c'est sa femme. Et comme par hasard, les goûts de sa femme, je trouve ça génial. Donc je pense que tu vois, il doit avoir un lien entre les affinités des gens et la décoration. C'est hyper tiré par les cheveux ce que je dis, mais c'est rare de gens que t'aimes bien ou que t'apprécies dans la vie. Ouais. Et tu te rends compte qu'en fait leur goût, ça fait partie de, tu sais, c'est un prolongement d'eux en fait. Ouais. Donc en fait, souvent tu vas chez tes potes et tu fais putain c'est cool chez toi. Bah ouais, c'est ton pote, quoi. C'est normal. C'est une extension de lui-même, quoi. C'est ça. Et donc, voilà. Ouais, montre-moi où tu vis, je te dirai qui tu es un peu, quand même. Après, je l'ai pas dit comme ça, parce que mais c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a un Matt qui cuisine? Moi, ma femme, elle est végane, moi, je suis pas. Donc, je cuisine pour moi, elle cuisine pour elle. Jamais en commun C'est rare, c'est très rare. On cuisine à deux, chacun notre truc. Parce que moi, ces trucs, j'aime pas trop. Est-ce que j'aime rien, déjà? C'est des choses qui te ramènent, tu sais, à ton confort, à ton quotidien, au réel de la vie quotidienne, quand t'es hors tournée, hors tous les projets que tu fais, que tu mènes de front comme ça. Non, c'est pas un moment où tu te dis, la cuisine, c'est un truc cool. J'aime pas trop manger. D'accord. S'il existait un monde où on pouvait manger en prenant un médicament, je le prendrais. On a tous les gastronomes là qui vont ils vont nous tomber dessus. Donc t'as la cuisine, pas de trucs, genre t'as pas tu vois, le dernier, le batteur pour faire de la pâtisserie et tout, l'équipement de la cuisine, ça te regarde pas, quoi. Ça te concerne pas. On a des trucs bien, parce que ma femme, elle aime bien quand même. Mais moi, je sais pas faire beaucoup de plats. J'aime pas grand chose. Donc j'ai réussi à apprendre à faire ce que j'aimais bien. Qu'est-ce que t'aimes bien? Le truc le plus simple. C'est toujours pareil, c'est des choses qui sont rattachées à... Mais tu sais, moi, je suis fucked up. Hein. Ça revient à l'enfance ou pas?
Souvent, ouais. C'est... Coquillette de jambon. Ouais. Non, même pas ça. Non, à un moment, la première, quand j'étais petit avec Carving, mon premier groupe de punk, on répétait dans un estaminet et il y avait un truc que ça s'appelait des saucisses gratinées, qui étaient en gros des saucisses qui faisaient cuire sur un bout de pain avec du fromage. Mais comme c'était le truc le moins cher sur la carte, mais moi, 2 fois par semaine, je me fais des saucisses gratinées. Encore aujourd'hui? Oui. Voilà. Je suis pas un téméraire de la cuisine, donc vous avez Ah ouais, on a compris. Et donc j'ai un côté un peu intolérant, tu vois, dans le sens tu veux essayer tel resto ou telle cuisine? Non, moi tu sais, moi j'aime que ça. Et je passais pas mal d'années aux États-Unis et j'ai un pote, un de mes meilleurs potes, David, qui me dit vas-y, faut que t'ailles goûter la cuisine japonaise. Je suis là, moi, les trucs, non, moi, c'est bon. Puis je finis par un jour y aller. Et je crois que c'est un de mes trucs préférés au monde. Du coup, c'est les grandes occasions. Et c'est quoi les grandes occasions pour toi? Les anniversaires avec ma femme, les enfants, enfin, voilà, c'est... Les anniversaires, en gros. Ouais, ça va être... c'est 2 fois par an, quoi. Et pour te dire comment je suis cinglé avec ça... Je l'ai pas dit à ma femme, mais tu vois, là, dans 2 semaines, sur un week-end, je l'emmène, on prend l'avion juste pour aller manger en Espagne. Voilà. Ça, c'est une belle surprise. Vois, donc ça, c'est, tu vois, la bouffe, voilà. C'est plutôt lié à des personnes, à des moments, quoi. Et les enfants là-dedans? Alors moi, je suis divorcé, donc mes enfants, je les ai pas tout le temps. Quand tu les as, tu fais cet effort-là de dire allez, papa va cuisiner. Je fais des trucs pour mes filles, de fou. Mais après, on aime bien se faire des restos aussi. Et puis, on part souvent avec mes filles. On part souvent à la mer. On est très nature. Ça a finalement peu d'importance pour toi à l'intérieur de la maison. C'est plutôt les gens. Moi, j'ai pas besoin je suis avec mes enfants, ma femme, je suis content. Ouais. Peu importe où tu sois. Ouais. Si demain tu dois. Après, mon studio, maintenant, il est en dehors de chez moi. Ouais. Avant, il était chez moi. Donc, j'étais plus casanier par rapport à ça. Maintenant, du coup, quand je rentre chez moi, je suis très nature, en fait. C'est ça, le truc. Et t'as un autre rapport au studio par rapport à chez toi? Tu sais, chez toi, tu te dis, bon, tu vois, je suis un peu bordélique, je m'en fiche un peu. Est-ce que non, le studio, je suis toujours bordélique au studio. Mes collègues, ils râlent sur moi. T'inquiète. Ok. Non, mais on n'a pas la même façon de... C'est marrant que tu dises ça parce que dans les projets, quand tu fais de la musique en studio, tu as des projets sur ton ordinateur. Et tu as vraiment deux cas. Enfin, je sais même pas s'il y a 2 cas. Normalement, quand tu bosses un peu de manière professionnelle, les pistes du morceau, elles sont dans un ordre précis, avec des couleurs, avec des machins, pour que qui que ce soit qui passe sur le projet puisse comprendre, ah d'accord, là il y a machin. Moi, c'était mort. Moi, il y a 0 couleur et 0 nom. Il y a piste 362. C'est parce que je vois pas la musique sur ordinateur de la même manière. C'est-à-dire, ça reste la musique comme si tu l'improvisais à la guitare, quoi. Ça reste quelque chose de fouillé. Non, c'est-à-dire que une forme d'onde de batterie, pour moi, c'est obvious que c'est la batterie. J'ai pas besoin de marquer batterie et de mettre en rouge. C'est ça. et donc, mais après, je suis le seul comme ça. Hein. Tous les mecs de mon groupe, les autres producteurs avec qui je travaille, tout le monde me dit non, mais. Et donc, moi, j'ai pas. Voilà. Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a un petit détail de toi ou de tes pratiques de tous les jours qui est complètement à l'inverse de ce qu'on peut penser, tu vois, qui est pas du tout punk, qui est pas du tout le petit truc carré qui fait que ça, tu déroges pas à la règle et tu le fais. Ouais, la friterie. La friterie? Ouais. T'as une friterie dans laquelle tu vas? Dans toutes les friteries. Toutes les friteries. Je crois que il n'y a pas une friterie, mais dans la région, je peux aller très loin dans mon rayon. Moi, je suis le genre de connard qui peut prendre sa caisse à n'importe quelle heure, un dimanche soir, et faire 30 bornes pour aller à la friterie qu'il a vue sur Internet parce qu'on lui a dit que c'était bien. Et pour prendre la même chose qu'il prendrait à la friterie à côté. C'est mon plaisir. Je vais même aller plus loin. Quand j'habitais à Los Angeles, j'ai 8 ans. Mes parents, ils sont de Ronchin, donc c'est pas très loin d'ici.
Je prenais l'avion, j'arrivais à Charles de Gaulle, je prenais le train, j'arrivais à la gare, j'allais d'abord à Sansas avant d'aller chez mes parents. Où j'y arrivais avec mon truc de friterie. Et ça date de l'enfance ou pas? Ou c'est arrivé après? Parce que ma mère, quand on était petit, que ça lui faisait chier de faire à manger ou quoi. Allez, on va à la friterie. Donc pour moi, c'est un bon moment. La friterie, c'est le truc, tu mets le truc au milieu de la table, tout le monde se sert. Et je pense qu'il y a le côté tout le monde se sert dans le même paquet. Ouais. On est tous autour de la table et il n'y a pas de chichi en fait. Et c'est juste et ça parle et les friteries du Nord, mais je trouve ça génial. Tu vas là. Tu fais la queue, au bout de 2 secondes, tu parles avec les gens. Ah ben d'accord, et machin. Et vous allez regarder quoi ce soir? Tu regardes le foot? Oh non, je suis pas foot. Par contre, t'as vu sur la 1, il y a tel film. Oh, je l'ai vu, c'est bien. C'était la vraie vie, en fait. Convivialité, c'est partage. C'est la vraie vie, la friterie. Et est-ce qu'il y a des détails que tu voudrais laisser, parce qu'on en a parlé de ton enfance, de ta carrière, est-ce qu'il y a des détails que tu as envie de laisser à tes propres enfants? Des détails en héritage, des choses sur lesquelles ils peuvent s'accrocher. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un proverbe, ça peut être une façon de faire, une façon de voir les choses. J'essaie de leur donner... Est-ce que tu es un donneur de leçons? Mais tu sais, pas péjoratif, hein. Est-ce que tu aimes bien conscientiser tes enfants et leur dire, leur créer des raccourcis peut-être, tu vois, que toi t'as pas eu? Non mais je vois ce que tu veux dire. Moi je suis très intello. J'intellectualise beaucoup. Ouais. Trop, peut-être même des fois, mais j'adore le débat, en fait. Et encore mieux avec des gens qui sont pas d'accord avec moi. Mais j'adore le débat, j'adore discuter, j'adore apprendre. Et peut-être, si mes enfants pouvaient, je trouve que c'est important de... La curiosité. Et accepter de dire, j'en sais rien. Oui. Vas-y, explique-moi. Tu vois. Je sais que je ne sais pas. Et apprendre, génial, ah bon, je savais pas qu'on faisait comme ça, génial, tu vois. C'est la curiosité de l'autre et à savoir accepter les mains tendues. Ça, c'est quelque chose aussi, je pense que c'est important. Parce que je pense que soit ça t'empêche de tomber, soit ça te permet de te relever, mais dans tous les cas, c'est cool. T'as des envies pour tes enfants plus tard? Est-ce que tu les laisses faire ce qu'ils veulent ou t'aimerais qu'ils soient justement peut-être des artistes comme toi ou... Non. Sans pression, hein, mais... Qu'elles soient heureuses, par contre, je veux qu'elles y réfléchissent. Ouais. Je les lâche pas avec ça. Mais je veux quoi que ce soit. Mais je leur dis tout le temps, si tu fais pas un choix, il y a quelqu'un qui le fera pour toi. Et ouais. T'as très peu de chances que ce soit le bon. Ouais. Plus en train de subir les choses. On termine toujours les podcasts avec un détail inspirant. Moi, j'aime bien que nos invités puissent transmettre. Tu vois, on parlait de partage, de convivialité. Et la curiosité, ça se transmet. Est-ce qu'il y a une œuvre, quoi que ce soit, un film, une poésie, un disque, quelque chose que tu aimerais transmettre à nos auditeurs qui puisse les emmener vers un chemin curieux? Je sais pas, quelque chose que tu as découvert récemment ou quelque chose qui t'a porté pendant des années. T'as le temps de réfléchir. Hein. Tu sais, des gens, quelque chose où on se dit, tiens, je viens d'écouter le podcast avec Matt Bastard, je vais aller voir ce que c'est et ça va m'apporter des choses dans ma vie. La couleur pourpre et Va, vie et devient, je pense que c'est des choses... Il faut voir. Qu'il faut voir parce qu'on est dans une société où on veut surtout pas que tu aies un esprit critique et que tu réfléchisses. Et de plus en plus. Où on met de plus en plus en avant plein de communautés. C'est cool à certains égards, mais à d'autres égards, ça t'enferme. Et il faut pouvoir s'exprimer tel qu'on est. Et pour ceux qui ont l'impression d'être seuls, d'être perdus, je pense que l'allégorie de l'enfance, il y a un trésor au pied de l'arc-en-ciel. Je pense que si on finit par trouver le trésor, c'est soi-même, en fait. Ouais. On est notre... On a tout en soi. Là, et il faut connaître sa hauteur et c'est tout. Il faut juste connaître sa hauteur et l'assumer. Et c'est cool, en fait. À partir du moment où t'assumes qui tu es, comme tu es, c'est cool. Mais c'est très compliqué, hein. On est dans une société où on te pousse à ne pas réfléchir. Ça passe par quoi, tu penses, les réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux, l'influence. On n'a pas le temps de se caler avec soi-même et de se... Non, on veut que tu suives on veut que tu suives un mouvement, on veut pas que t'en crées un.
Et quand tu suivras le mouvement, on veut que tu sois à tel endroit dans le mouvement. Surtout pas à une autre place. Que tu sois black, que tu sois meuf, que tu sois gay, queer, pardon, que tu sois cis, que tu sois blanc, que tu sois homme, que tu sois femme. Tu dois être là, comme ça. Tu dois être dans le schéma. Trop pas. Le détail que je vais dire, je vais essayer de résumer ça en une phrase, pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Juste, n'oubliez pas que toutes les choses qui ont été une avancée dans l'histoire de l'homme avec un H majuscule et des idées ont toujours été basées sur une désobéissance. Toujours. La femme qui a dit « je t'emmerde, je vais décider de ma vie ». Le black qui a dit « eh ben je vais pas aller m'asseoir au... » Et tout ça, ces gains-là, c'est que des désobéissances. C'est toujours des pas de côté. Après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent, mais c'est toujours ça. Donc on récap, La couleur pourpre. Va, vie et devient, film que je trouve ouf. Et je pense qu'en tant que parent, et moi, j'ai pu bénéficier de ça, parce que moi, j'ai mes parents qui m'ont fait adopter. Tes parents qui t'ont fait adopter. Mes parents qui ont dit, on ne pourra pas l'élever, donc on va le mettre à l'adoption. Oui. Donc le côté va, vie et devient, moi, c'est ma vie, quoi. Oui. D'une mère, d'un père qui disent, on peut pas. On peut pas. Ouais. Et on a vraiment envie que tu t'en sortes. Ouais. C'était vraiment un choix responsable. C'était pas finalement un abandon. Ah non, c'est genre... ouais. Pour plein de raisons, pour bien des sûr, connexions, ok, c'est ce qu'ils veulent. Et donc, cette phrase, je trouve que c'est même des phrases qu'on dit à nos enfants, va, vie et devient, de pas... Mon père, il me racontait toujours l'allégorie du sable... comment tu sais pas si tu la connais, non, mais pas du tout. Comment tu fais pour même dans ton boulot, dans ta relation avec tes collègues, dans ton machin. T'as deux façons mon père me dit, t'as deux façons de gérer une relation. Ouais. C'est comme quand tu prends du sable. Soit tu prends une poignée de sable comme ça, et puis le sable il coule par tous les endroits. Soit tu le prends comme ça, et là le sable il reste. Ouais. Et c'est ça la relation, tu vois, dans tout. Ton boulot, ton couple, tes gosses, ton rapport à l'autre. Et c'est être en capacité d'humilité, je pense. On restera sur ça, l'humilité. Voilà. Grand merci, Matt Bastard. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux. Eh ben, pas de problème. Je reviens la semaine prochaine où on parlera des pizzas. Très bien. Tes préférés, hein. Je déteste les pizzas. C'est vrai. Merci à vous d'avoir été à l'écoute des détails de Matt Bastard. N'hésitez pas à aller sur 5plus pour tous nos contenus. Il y a des articles, il y a des vidéos, il y a les podcasts. Et puis pour toutes nos inspirations, rendez-vous sur 5.com. À bientôt. À l'écoute des détails, le podcast à retrouver sur 5plus.